À présent, madame, monsieur, on va vous donner la parole donc, pour vos différentes préoccupations, les questions également, donc des suggestions. Bonsoir. Merci pour cette belle soirée. On est content d'être de nouveau là, sans criquet. Merci pour l'idée des tickets. Donc, les écoles ont été fermées. On sait que le télétravail a été accentué. Même si nous n'avons pas connu de confinement ici, nous avons connu un couvre-feu et la baisse des activités. Les écoles ont été fermées et c'est plutôt une suggestion d'étude que je voudrais faire parce que c'est une question que je me pose. Les écoles ont été fermées, donc les enfants ont été à la maison. Même si on n'a pas de statistiques, mon ressenti de femme et de mère me dit que beaucoup d'emplois ont été perdus et beaucoup d'emplois de mères ont été perdus. Pourquoi ? Parce que on a parlé ici une fois du travail non rémunéré avec une belle conférence de ma grande sœur qui est un travail fabuleux sur le travail non rémunéré des femmes. Et je crois que ça a été l'occasion d'accentuer ce travail non rémunéré-là. En plus de la crise et des violences verbales, physiques, induites par la Covid-19, je suis sûre que les impacts et les violences financières l'ont été encore plus. Quand on sait que les femmes sont à la tête de plusieurs ménages et sont les nourrices et des enfants et des foyers dans notre pays, il m'importe de savoir quel a été l'impact financier sur ces femmes-là et donc sur l'économie nationale. Donc c'est une suggestion parce que c'est une question que je me pose, c'est un ressenti que je vois. Il me revient que de nombreuses femmes ont perdu leur emploi dans les villes urbaines, beaucoup de femmes de ménagères, mais aussi des cadres, qui n'ont eu d'autre choix que de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Parce que, les écoles ont été fermées. Avant, il se pose des questions de nounous et de servantes maintenant dans nos communautés. Dieu merci, elles aussi, leur situation s'améliore. Le travail des enfants étant interdit, vous voyez, ça induit beaucoup de choses. Ces femmes-là sont restées à la maison pour gérer les enfants qui, d'habitude, elles amenaient chez leurs parents quand les parents sont vivants. Il se trouve qu'avec cette crise, on a demandé aux gens, aux plus jeunes, de ne pas aller voir les plus âgés. Donc, ça induit une crise générale que j'aimerais bien comprendre. Merci. Merci à vous. Sampala Balima. Bonsoir à tous. Et je disais tantôt merci à l'Institut Free Afrique pour ce travail qu'il fait régulièrement, qui apporte tout social, la science. Je vais être très brève pour passer la parole vite fait à quelqu'un d'autre. J'ai une préoccupation, même pas une préoccupation, c'est une réflexion que je voudrais que nous ayons ensemble. J'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, il est urgent de prouver l'utilité sociale de l'État au Burkina Faso dans ce contexte de crise sécuritaire. Depuis à peu près 2016-2017, émerge cette question d'État mobile, notamment documentée par Jean-Pierre-Olivier de Sardan. Je voudrais avoir l'appréciation de Dr Ouedraogo aujourd'hui sur l'émergence de la question du service public ambulant. Merci. Merci bien, madame. Mahamadi Sebgo. Je vais revenir sur une inquiétude liée à la zone de libre-échange continentale dont vous parlez tantôt. Éviter donc les pièges donc, de l'ouverture au reste du monde. Le risque que notre ouverture, cette zone de libre-échange ne profite pas aux économies africaines. À propos, Joseph Kizerbo aimait faire cette garantissait, disait que l'Afrique doit se constituer en équipe solide avant de descendre sur le terrain de la compétition mondiale. Sinon, ça serait la débâcle et la débandade. La ZLECAf
théoriquement, depuis le 1er janvier 2021, nous commerçons librement. Théoriquement, même si tous les accords ne sont pas conclus, il y a quand même des accords qui ont été déjà conclus et que depuis le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale est effective. L'inquiétude que vous évoquez, est-ce que le projet déjà en place prend en compte ces inquiétudes-là, le risque donc de ne pas d'ouvrir notre marché aux économies extérieures, aux entreprises non africaines? Est-ce que cette inquiétude est déjà prise en compte pour ce qui est déjà en train d'être mis en œuvre? Merci. Merci bien, M. Sebogo. Abdul Razak Zida a la parole. Merci beaucoup, docteur. Ma question ressemble à celle que mon professeur vient de poser, mais c'est un peu différent. C'est de savoir, compte tenu du fait que vous avez évoqué le protectionnisme que la plupart des grandes puissances ont appliqué pour se développer, est-ce qu'à l'étape actuelle de la mondialisation, les pays de l'Afrique, et particulièrement pour le Burkina Faso, pourraient-ils en tout cas appliquer le protectionnisme, d'autant plus que nous avons une industrie embryonnaire? La deuxième question, vous avez dit que le quinquennat passé a créé des milliers de déplacés internes et que le quinquennat actuel est décisif. Selon vous, grand économiste, quelles sont les stratégies pour juguler cette situation, pour ne pas, en tout cas, avoir plus de déplacés au cours de ce nouveau quinquennat? Merci. Merci bien. Christian Wibanga. J'avais deux questions. La première rejoint un peu celle de mes deux prédécesseurs. Concernant l'intégration régionale, c'est l'un des chemins du salut de l'Afrique, bon, on peut dire ça comme ça. Mais je constate qu'il y a de plus en plus d'accords sur le papier, mais au quotidien, il y a encore des tracasseries douanières et des choses comme ça entre les pays africains. Donc j'aimerais savoir, à votre avis, qu'est-ce qui bloque au fond? Qu'est-ce qui bloque réellement? La deuxième question, j'imagine que votre institut n'est pas devin, donc peut-être le report de la mise en place de l'éco, vous ne pouviez pas deviner. Mais selon vous, est-ce que c'est une excuse, est-ce que la Covid-19 est une excuse ou une raison réelle du report de cet accord-là, de la mise en place de l'éco? Une question complémentaire, c'est est-ce que vous, au niveau de l'Institut Free Afrique, est-ce que vous avez des rapports concernant l'éco, la mise en place de l'éco, des études publiques, je veux dire, disponibles au public? Merci bien, monsieur. Boukari Ouba a la parole. Merci aux modérateurs et aux conférenciers. Bonsoir à tous. J'ai trois préoccupations. La première, par rapport à la situation des pays dans la situation de Covid, vous avez évoqué le cas du Bénin qui a mieux résisté à la situation, à la crise sanitaire. Je voudrais que vous expliquiez davantage cette exception donc, du Bénin. Comment ça veut dire que le Bénin ait pu résister mieux à cette crise-là que les autres pays comme le Burkina? Deuxième préoccupation, toujours en lien avec la Covid-19. On voit qu'il y a des évolutions, il y a des mutations du virus. Et en réalité, aujourd'hui, en janvier 2021, quand on regarde les chiffres concernant la Covid-19, c'est même plus inquiétant qu'au début de la pandémie en mars 2020. Et au regard justement de la faiblesse de nos États, est-ce que vous ne craignez pas que nous disparaissons? Parce que c'est une réalité. Quand on regarde la manière dont les gens décèdent ailleurs, en Europe, si un jour le virus devenait à être aussi létal dans nos pays que dans ces pays développés-là, mais c'est la disparition totale. Parce que pour le peu que nous avons eu, on n'a pas vu en quoi est-ce que nos États ont été capables justement de répondre à la crise. Et aujourd'hui, on est dans une situation un peu de stabilité et on est pratiquement dans l'insouciance parce qu'on n'est pas en train de se préparer à une éventuelle crise sanitaire beaucoup plus importante. Au début, l'OMS nous avait prévenu qu'il y a des risques que ça soit effectivement catastrophique pour l'Afrique. Et on avait créé, c'est exagéré. Et effectivement, jusque-là, nous avons de la chance. Mais on ne sait pas jusqu'à où ce virus-là peut donc nous amener vers des catastrophes. Donc, c'est une inquiétude que je soulève. Le troisième point, c'est par rapport à la réconciliation nationale.
Je suis d'accord avec les 4 réconciliations que vous avez ébauchées, mais je n'en voyais qu'une, mais je prends en considération les 3 autres que vous avez ajoutées. Pour moi, c'est essentiellement la réconciliation communautaire, justement. Mais mon vrai problème par rapport à la réconciliation telle qu'on est en train de l'ébaucher aujourd'hui, une réconciliation nationale qui est beaucoup plus à tendance politique, c'est que c'est peut-être aller trop vite en besogne. Je crois que la réconciliation nationale, c'est un remède fort. Et si je dois caricaturer, c'est comme quelqu'un qui va à la chasse, qui a plusieurs cartouches, plusieurs armes. Vous avez un gourdin, vous avez une calache, vous avez un lance-pierre, et puis vous croisez une perdrix. Au lieu d'utiliser votre lance-pierre, vous prenez votre calache, vous abattez la perdrix. Vous voyez un reptile, au lieu d'utiliser le gourdin, vous prenez la calache, vous abattez le reptile. Et après, quand vous allez voir la biche, mieux, quand vous allez voir le lion, il va vous rester quoi? Parce que le fait d'avoir déjà fait la réconciliation à une époque pas très lointaine, 2001 par là, et que ça n'a rien donné, on est encore dans la réconciliation. Si jamais ça échoue, ça ne donne pas les résultats entièrement, je dis bien entièrement escomptés. On ne pourra plus jamais penser qu'on puisse faire une réconciliation. Parce que déjà aujourd'hui, les gens n'y croient pas parce qu'on a déjà vu et que ça n'a rien produit. Donc on est sceptique. Imaginez qu'encore on échoue cette fois-ci. La prochaine fois que vous allez parler de réconciliation, vous serez seul à parler de réconciliation. Voici là où se situent mes inquiétudes. Merci. Merci bien, Boukari Ouba. Merci à tous ceux qui sont déjà intervenus. Donc, on va permettre à Dr Ouedraogo de répondre à ces préoccupations avant de continuer avec la liste. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ousmane Paré. Merci, Aubin Guébré. Merci à Fatim Touré, fidèle au poste. J'ai eu un mail que je n'ai pas encore partagé avec les collègues du professeur Nako, qui était un universitaire de grand talent, qui m'a envoyé un mail en mettant en copie le professeur Salif Yonaba, qui est aussi un des proches de Free Afrique, qui a des bureaux occasionnels ici, où il nous engageait à faire un travail sur l'éducation, notamment comment Covid impacte l'éducation. Et on s'est promis de faire quelque chose d'assez ambitieux. Et mon idée à moi, c'est qu'il faut l'élargir à quelque chose qui puisse engager plus de personnes. Parce que c'est une question extrêmement sérieuse. Et les préoccupations que vous abordez, Fatim Touré, sont fondamentales. Elles ne sont pas de notre expertise à Free Afrique en tant qu'économiste, mais nous y sommes très sensibles parce que nous savons que l'économie est genrée également, comme on l'a montré avec cette conférence de Barbara que vous avez évoquée, et que Sankara nous dit que les plus miséreux ont toujours quand même quelqu'un sur qui le rapporte. Ils vont exercer une domination minimale. La domination des cannibaux, c'est finalement en général contre leurs femmes ou leur épouse, leur sœur, et ainsi de suite. Donc, ça pose une question de qui sont ceux qui portent la plus lourde charge vis-à-vis de ce drame qui se joue. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais bon, peut-être qu'à l'occasion de cet exercice, on pourrait faire cela. C'est une manière de dire que s'il y a des gens qui sont intéressés à cela, si on lançait ce travail et qui voudraient s'associer à nous, même qu'ils ne soient pas forcément associés à nous, mais l'idée de le faire. Donc je profite de dire à des jeunes qui sont en psychologie, qui cherchent des thèmes de mémoire, des doctorants en psychologie, en sociologie, en sciences politiques, en économie locale, de s'intéresser vraiment à ces questions fondamentales. Et ça me permet de dire aussi que nous considérons qu'à Free Afrique, on démarre un nouveau cycle, un nouveau plan stratégique, notre PNDS à nous, qui commence en 2021-2025. Et nous avons des cibles prioritaires dont les jeunes et les femmes, et en particulier les jeunes et les femmes de l'intérieur du pays. Donc c'est vraiment une question importante pour nous. Donc je laisse là pour les autres chercheurs. Maintenant notre collègue Dr Sampala Balima, qui est politiste, qui est à l'université ici et qu'on voit moins qu'on souhaiterait, nous parle de l'utilité sociale de l'État. C'est une question majeure. En réalité, la deuxième forme de réconciliation dont je parle entre l'État et la population, c'est un chantier d'invention, sinon de réinvention de l'État. Qu'est-ce que l'État?
Chez nous, l'État, c'est finalement une corporation dans laquelle on arrive à travers les carrières administratives, souvent par le mérite, il faut le reconnaître. Notre fonction publique est une fonction publique qui aujourd'hui encore reçoit des gens qui ont cravaché dur pour passer un concours. On peut discuter de la pertinence de ce concours ou quoi, mais on n'est pas comme dans plusieurs pays où c'est le népotisme qui est dans la fonction publique. Ça commence à venir, mais c'est cela. Mais le fait est que quand ces messieurs comme moi ou comme vous se retrouvent dans cette administration, on a le sentiment que tout leur est dû et que le service public n'est plus une question à l'ordre du jour. Et ça me rappelle une question qui n'est pas banale. Quand nous discutions de la rémunération de la fonction publique, il s'est trouvé des gens pour nous dire, mais vous n'imaginez pas que si vous payez davantage les fonctionnaires, ils vont donner aux autres aussi pour les aider. Donc comme pour dire, eux, ils sont les privilégiés qui peuvent jeter les miettes à d'autres. Bien sûr que tous les travailleurs, la majorité des travailleurs n'a pas cette conception, mais ça montre quelque peu qu'est-ce que c'est que cette nature de l'État que nous avons. C'est un État satrape, en d'autres termes, un État qui en prend le maximum et qui se le distribue à lui-même, qui fait qu'aujourd'hui, plus de la moitié des impôts que l'État burkinabé collecte sert à payer 0,7% de la population, c'est-à-dire nous les fonctionnaires. Bien sûr pour que nous servions la population, mais la discussion de la qualité de nos services, donc utilité sociale, socio-économique, n'est pas dans le débat public. C'est quelque chose de majeur. Et ça a à voir avec l'insurrection des périphéries. En d'autres termes, le terrorisme, avec la dissidence vis-à-vis du projet collectif, vis-à-vis du FASO. Donc il y a vraiment un enjeu important à ce niveau. Mais c'est un enjeu dans lequel il faut que les élites que nous sommes comprenions que c'est nous qui sommes le cœur de cette affaire. Parce que qu'est-ce que c'est que l'État? Ce n'est pas le chef de l'État. C'est une classe de privilégiés qui ont conquis l'appareil et qui se servent. Il y a des gens dans ce pays, y compris dans l'État, qui ne peuvent jamais avoir nulle part au monde les positions de jouissance illégitimes qu'ils ont dans notre pays. Parce que nous sommes dans une sorte de déresponsabilisation partagée qui fait qu'ils peuvent se permettre tout cela. Donc c'est un enjeu majeur, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce que l'État? À quoi sert-il? Regardez à la faveur de la Covid. Vous avez une sorte d'autocongratulation du fait que les impôts continuent quand même à être payés. Les impôts, les recouvrements sont aussi importants que l'année passée, sinon plus. Et on s'en félicite. Mais qu'est-ce que c'est que des impôts qui progressent pendant qu'il y a une crise économique? Il faut qu'on s'assure que ce n'est pas de l'extorsion. Pour le peu de gens qui ont eu le courage de se déclarer, pour le peu de gens qui travaillent de façon honnête et qui paient le minimum qu'on leur demande et qu'on est en train de déplumer pour les autres. Parce que dans le même temps, je ne suis pas convaincu qu'on a dit que comme il y a cette crise, il faut qu'on arrête les V8, il faut qu'on arrête ci, il faut qu'on arrête ça. Donc c'est vraiment une question majeure. Maintenant, sur la question de la ZLECAf, oui, vous vous rappelez à juste titre, Mamadi, la question, la parole de mon maître Kizerbo qui dit « Nous ne sommes pas pour l'ouverture béate et béante. » Parce qu'en réalité, nous sommes trop ouverts. J'insiste souvent là-dessus. Qui parle d'ouverture parle automatiquement de fermeture. Quand vous parlez d'une porte, c'est qu'il y a un mur. Une porte, ça ne tient pas sans mur. Et le mur est la fermeture et la porte fait l'ouverture. Nous n'en avons pas de mur. Et on veut encore nous ouvrir pour faire quoi d'autre? Qu'est-ce qui ne peut pas circuler sur notre continent? Quoi? Tout. Même les caleçons usagés d'ailleurs. Donc tout circule sur ce continent. La question des barrières sur notre continent, c'est majoritairement des questions de barrières qui gênent les marchandises essentiellement venues d'ailleurs. Observez quelque chose de très frappant que nous ne discutons pas. Combien d'entre nous ont pris l'avion, dont notre ami qui vit à Paris, pour venir et partir? Les frontières ne sont pas fermées pour eux. Pour nous, ce n'est pas fermé. Mais les frontières terrestres sont fermées depuis des trimestres. Et on ne discute pas. Qu'est-ce que ça a comme effet? Que le pasteur qui est à côté de Barsalogo, qui doit traîner ses bœufs pour les amener au nord Togo, parce que c'est comme ça le cycle économique là, est bloqué et personne ne discute de comment est-ce qu'il se débrouille. Que ceux qui font le commerce transfrontalier des grains, qui permet de faire en sorte que là où il n'y en a pas beaucoup, il y en a par le commerce, sont bloqués. Que
les importations d'intrants, d'outils agricoles sont bloquées. On ne discute pas pour la majorité de la population. C'est cela la question. Et que le géant économique du continent, le Nigeria, qui se lève un jour et qui dit « Ok, le Bénin n'existe pas, on ferme la porte. » Et puis ça dure des trimestres et des semestres. Pourquoi? Parce que ça n'affecte pas les élites béninoises fondamentalement. Donc c'est une question très sérieuse que de considérer que jusqu'à présent, en particulier depuis les années 90, sinon au début des années 80, nous avons une dérive néolibérale de notre processus de régionalisme. Qu'est-ce à dire? Que nos organisations sous-régionales, nos organisations qui essaient de tenir l'agenda de l'intégration africaine, sont dominées par des idées de marché pour dire il faut laisser le grand marché se faire. En théorie économique, qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'intégration, d'avoir des marchés plus grands? C'est pour faire de l'économie d'échelle. Comme pour dire, si vous voulez fabriquer des voitures par des industries burkinabèes, nous sommes un pays trop petit, avec notre 21 millions de population, et avec notre pouvoir d'achat, pour qu'il y ait une industrie automobile qui puisse adresser ce marché. Mais si nous imaginons les plusieurs centaines de millions d'Ouest africains, on peut imaginer des industries automobiles qui les font. L'économie d'échelle pour faire l'industrie. Mais nous organisons l'économie d'échelle sans se poser la question, l'industrie portée par qui? Il faut que nous sachions que la nationalité du capital veut dire quelque chose. Que la banque existe, c'est formidable. Que la société de télécommunications existe, c'est formidable. Qu'elle marche bien, ainsi de suite. À qui elle appartient détermine son bénéfice dans notre nation. Et cette crise est le moment où on sait voir ça de façon très évidente. Les crises sont des moments où les nations intelligentes apprennent à repartir sur leurs fondamentaux, à utiliser les moindres ressources pour se régénérer. Donc c'est une discussion importante à avoir aujourd'hui que de dire l'intégration africaine c'est pour qui? Est-ce que c'est pour des industries africaines? Est-ce que c'est pour des agriculteurs africains? Est-ce que c'est pour des champions nationaux et des champions régionaux africains? Si c'est cela, elle sera à notre bénéfice. Mais si c'est pour ceux qui veulent s'africaniser en étant sur le continent, dans leur apparence, mais dont le capital pompe les ressources pour les amener où nous savons hors du continent, ça sera à notre détriment comme ça l'est depuis longtemps. De façon très prosaïque, les industries les plus rentables aujourd'hui dans le monde, une grande partie se trouve en Afrique. Très peu de personnes gagnent autant d'argent que le secteur minier burkinabé. Très peu de personnes. Il est dominé à plus de 90% par l'étranger. Et en conséquence, les bénéfices partent là. Vous avez des mines qui sont rentables à $800 l'once la production. L'or est à 1800, 1900 l'once. Calculez la rentabilité. Ce ne sont pas les nôtres qui accumulent cela. Les télécoms pompent de façon extraordinaire les ressources dans ce pays. Et on veut faire l'interconnexion pour eux, mais ils pompent les ressources pour partir où vous savez. Et nous ne sommes même pas en capacité d'exiger le niveau de connectivité dont les jeunes ont besoin en particulier, dont les étudiants ont besoin, à un prix acceptable. Qui fait qu'on dit on est à l'ère du numérique, l'internet, ainsi de suite. Si vous avez le malheur d'être instituteur et que vous avez votre poste à partir vous êtes dans le quartier de Gunguin, qui est un beau quartier du pays, de la ville de Ouagadougou, et puis vous avez eu le concours et on vous envoie à où vous pouvez imaginer, c'est le gros marché là. Vous allez avoir une situation où vous allez désapprendre tout. Il n'y a pas la connexion là-bas. Même si c'est le gros marché, ils ont besoin de cela. Or, cette question n'est pas posée aujourd'hui. Donc c'est pour indiquer que fondamentalement, la question des marchés, c'est la question des espaces de production. On produit quoi? Pour qui? La question des marchés, c'est pas pour que Coca-Cola circule. C'est pas pour que le même brasseur qui brasse des milliards chez nous et à côté se dise finalement, je vais fermer la brasserie de Ouagadougou pour faire juste Abidjan et puis vendre partout. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
c'est la question de la constitution d'une bourgeoisie africaine qui ne sera pas forcément plus vertueuse que les autres. Mais puisque c'est sa nation économique, elle va être plus bénéfique. C'est comme cela que ça s'organise. Ça n'a pas d'exception dans l'histoire du monde. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et en conséquence, pour la question de Abdul Razak, la question du protectionnisme est une question indépassable. On a tort d'indiquer à nos étudiants, en particulier, ou de dire dans le débat public que nous sommes dans le moment de la mondialisation, et c'est du reste terrible qu'on puisse le dire aujourd'hui en 2021. Le libre marché, le monde n'a plus de barrières, le village planétaire, c'est un méga mensonge. Les jeunes qui meurent dans la Méditerranée sont la preuve concrète qu'il n'y a jamais eu de village planétaire. Au village, on n'interdit pas à l'autre d'aller chez le voisin. Et nous, en particulier les élites, nous sommes convaincus que non, en fait, le protectionnisme c'était au 19e siècle, c'était à un moment donné historiquement, maintenant c'est dépassé. Pourquoi c'est dépassé, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que nous avons besoin de cela pour organiser notre prospérité économique, pour réhabiliter l'humanité chez nous? Oui, et indispensablement oui. Et en conséquence, ça ne peut pas être dépassé pour nous. Du reste, vous êtes en train de l'observer, que les autres le réhabilitent, ce protectionnisme. Donc c'est ce que je vais indiquer. Il n'y a pas un moment pour dire non, ça c'est dépassé. Il n'y a rien qui est dépassé. Ce qui ne doit jamais être dépassé, ce sont les intérêts collectifs des peuples africains, des nations africaines à constituer. Et quels que soient les outils, on ne doit pas se poser la question de dire TV5 a dit, CNN a dit, non. Nous disons sur BFM et sur Omega que ça n'est pas dépassé. L'Afrique ne se constituera comme espace d'industrialisation, donc de développement, que si elle pose de façon courageuse la question de l'industrialisation. C'est une vérité indépassable. La question de la protection, du protectionnisme pour l'industrialisation. Maintenant, je dois ajouter que c'est parce qu'on a protégé que c'est bien. Ce n'est pas n'importe quel protectionnisme qui produit la prospérité. On ne peut pas être mieux protégé aujourd'hui que la Corée du Nord. Hein. Voilà. Mais elle n'est pas prospère. C'est de cela qu'il s'agit. Et quelle stratégie pour juguler les déplacés? Pour parler comme un économiste, il faut arrêter les flux et traiter les stocks. Qu'est-ce que ça dit? Arrêter les flux, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de déplacés. Ça veut dire qu'il faut une politique sécuritaire efficace. Vous savez pourquoi il y a des déplacés, vous le savez. Il y a une semaine, mon ami personnel, le maire de Goumbry, nous documente des faits ahurissants qui ne sont pas dans le débat public. Ils arrivent par dizaines, sinon par centaines. Les témoignages nous disent par centaines. Je dis par dizaines. Ils amènent plusieurs tricycles. Ils amènent des motos, des dizaines de motos. Ils viennent casser toutes les boutiques. Ils emportent même les marmites des femmes, des foyers. Ils emportent une vingtaine de motocyclistes tricycles. Ils font la bombance. Ils tuent 6 personnes au passage et ils disent que je ne suis pas venu pour tuer les gens. Hein. Et puis ils repartent. Et ils se font des selfies. C'est à 35 km de la capitale du Nord, de Waïguia. Donc chez nous, quand même, les civilisés par rapport... C'est pas à Fadagourma que ça se passe. C'est à Waïguia, donc c'est très grave particulièrement. C'est pas à Garango, c'est pas à Tougan. Donc, nous sommes en responsabilité de poser le débat public qui permet ça. Que ce n'est pas juste une bande d'une dizaine de personnes, qui permet que de façon massive, des gens violent l'intégrité du territoire allègrement, prennent le temps de faire leurs courses, sans payer bien sûr, pas de facture, et ils repartent allègrement. Donc il faut arrêter le stock, le flux. S'il faut arrêter le flux, il faut réarmer la gouvernance sécuritaire. Je vous renvoie à notre rapport de décembre 2018 qui demeure d'actualité sur le tourisme. Je pense qu'il y a quelques exemplaires ici du reste. Il faut traiter le stock, c'est-à-dire l'existant. Ce n'est pas joli de parler, mais c'est comme ça que nous on parle, malheureusement, les économistes. Qu'est-ce à dire le stock? C'est le million de personnes. En considérant quoi? Que s'il y a des écoles qui sont fermées et que des enfants ont fui, sont dans la périphérie de Kaya, de Barça Logo, de Titao, ainsi de suite, il faut que l'État aille
à leur secours immédiatement aujourd'hui. Que si ça permet de faire en sorte que, si les populations qui les accueillent avaient un forage pour 400 personnes, qu'elles continuent d'avoir un forage pour 400 personnes. Sinon un forage pour 300 personnes, parce que le nombre de bouches a augmenté. Il y a des villages qui ont triplé de taille. Il y a des régions, le bassin urbain de Kaya a triplé de taille en une année. La taille de la population est multipliée par 3. Imaginez ce que c'est que votre famille est multipliée par 3 en une année. Ce n'est pas seulement par des bébés, par des femmes et des enfants. Donc il y a un problème d'eau. Donc c'est comme ça qu'il faut traiter cela. Et il faut créer les conditions pour scolariser les gosses là, pour ceux qui l'étaient, pour ceux qui ne le sont pas. Et nous l'avons déjà dit, il faut créer une sorte de ceinture de résilience socio-communautaire. Qu'est-ce à dire? Il faut considérer que malheureusement, ou peut-être heureusement, tous ne partiront pas aujourd'hui. Ne repartiront pas aujourd'hui. Parce que les conditions sécuritaires ne sont pas les plus favorables. Et on ne sait pas si ça va l'être dans une semaine. Et que même si ça l'était, les traumas peuvent exiger qu'on n'y parte pas maintenant. Il faut en faire une chance. C'est-à-dire quoi? Que là où les villes ont grossi, il faut organiser la production. Là où des populations qui étaient des populations pastorales arrivent, eh bien, il faut les permettre de rentrer dans l'ère de la semi-industrie de l'élevage, à savoir au moins les sédentariser pour faire de l'élevage. Il y a plusieurs technologies aujourd'hui qui permettent de faire de la culture maraîchère de grande qualité sur des petits lopins de terre, de faire de l'élevage sur des superficies pas très grandes. Il faut organiser les lieux de production pour ces populations qui arrivent. Il faut les mettre au travail. C'est comme ça qu'on va traiter ça. Et ça deviendrait un bonheur. Parce qu'en réalité, l'urbanisation est une accélération du développement si elle est maîtrisée. Si ce n'est pas une bidonvillisation. Et pour qu'elle ne soit pas, il faut organiser ces espaces. Il faut pas juste les parquer pour dire le programme alimentaire, tel avoir. Non. Ce sont des personnes dignes. Vous avez vu quand le président de l'Assemblée nationale est allé, il y a quelques mois, les voir, ils ont dit quelque chose de très digne. C'est très bien, vous nous avez amené de l'huile et ainsi de suite. Ils lui ont dit, nous voulons juste repartir chez nous pour continuer à produire. Nous étions des producteurs. Ce sont des populations très dignes que celles du Sahel en particulier. C'est comme cela qu'il faut traiter la question. Est-ce qu'on peut, bien sûr, se satisfaire du fait qu'on signe des papiers et puis on fait n'importe quoi, comme le Nigeria? Ferme et puis dit il va ouvrir et puis finalement ça traîne ainsi de suite. C'est cela qui ne produit pas de la confiance. Les paroles galvaudées, les signatures faites les yeux fermés et les dirigeants qui répètent des choses auxquelles ils ne croient pas. Cette absence de vérité dans le discours public. Il faut qu'on évite d'être des peuples de ceci ou cela, comme le dit Césaire dans le discours sur le colonialisme. En d'autres termes, on ne peut pas continuer à prendre au sérieux des gens qui nous disent l'éco va arriver tout de suite. La monnaie sous-régionale va arriver tout de suite. Et puis vous avez dit non, c'est repoussé. Et même, ils oublient les agendas. C'est pour cela qu'il ne faut pas les prendre au sérieux, mais qu'il faut créer des perspectives sérieuses pour empoigner cette question importante qui est celle du panafricanisme dans le concret. On doit se poser la question de savoir pourquoi on veut créer de l'intégration économique. C'est pour qui? Surtout, c'est pour qui? Je vous fais observer une chose. Le projet colonial a fait du régionalisme. Il n'y avait pas un État Haute-Volta, il y avait une colonie Haute-Volta qui était dans une fédération d'Afrique de l'Ouest francophone, d'Afrique équatoriale de l'Est d'Afrique équatoriale francophone. Donc le projet colonial lui-même a vu la nécessité de créer l'économie d'échelle des espaces plus grands que les micro-États que nous avons, et qu'ils avaient de lui demander à ce projet colonial mise en valeur au profit de qui? C'est ça la question. C'était un projet intégré pour mieux servir les besoins de la métropole coloniale. Donc, il faut qu'on sache que ce n'est pas parce qu'on veut nous mettre ensemble que c'est forcément automatiquement bien pour nous. La question d'économie politique élémentaire, c'est pour qui le bénéfice principal? Et la question sur l'éco me renvoie
à un moment historique. Observez, l'histoire du franc CFA est intimement liée à l'histoire de la crise de 1929. La crise de 1929 est une crise de débouchés. En d'autres termes, les entreprises produisent, mais il n'y a pas de clients pour acheter, pour parler de façon plus claire. Eh bien, qu'est-ce que les États font? Les États, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, ainsi de suite, l'Espagne, le Portugal, se disent, il faut qu'on se mette davantage, on mette davantage à notre service nos empires coloniaux, notre empire colonial. Et en conséquence, en 1939, la France crée la zone franc, qui est une zone de change, un système de contrôle de change, pour faire en sorte donc que tout ce qui est produit comme coton à Haute-Volta en Côte d'Ivoire, cacao, ainsi de suite, parte essentiellement en France, et que si on doit acheter quelque chose ici, vienne essentiellement de France, parce qu'on a un problème de débouchés. C'est que l'Angleterre fait ainsi de suite. Comme pour dire, la zone franc, donc, la prélude à la monnaie, CFA, a été commandée par un impératif d'une crise économique. Ça nous dit quelque chose. Même si le franc CFA est créé plus tard, le 26 décembre 1945, par par Jean Néné, le ministre des Finances de De Gaulle et De Gaulle lui-même, dans un coup de génie, on reviendra là-dessus dans une autre conférence. C'est cela le contexte de protectionnisme dans lequel on a fait un arrangement de monétaire pour servir un objectif économique. Donc, l'écho, c'est pour qui? C'est la question qu'on doit se poser. Vous avez vu comment l'agenda est arrivé dans une sorte de phagocytose du projet sous-régional CEDEAO et dans une sorte de sabotage du projet CEDEAO, comme l'a écrit superbement mon ami professeur Ouseni Ili, ici présent. Donc la question n'est pas l'agenda de l'écho. La question est de savoir, dans le moment historique actuel, d'une crise sans précédent pour nous, en tout cas au Burkina Faso et dans la sous-région, et d'une opportunité extraordinaire de repenser nos modèles économiques, nos États, et d'une superposition de crises qui font que nous n'avons pas le droit de laisser des instruments qui peuvent apporter un minimum. Nous devons reposer donc la question de la monnaie aujourd'hui, pas dans l'invective militante de tel a fait, mais dans l'intelligence collective de dire comment notre fiscalité, qui est un instrument de politique économique, notre régime douanier, donc l'intégration, qui est un instrument de politique économique, donc notre monnaie, donc nos banques, donc nos assurances, nos places boursières, l'ensemble de nos instruments de politique économique peuvent être mis au service de la réhabilitation de l'humanité dans notre continent. Si on pose la question comme telle, nous on ouvre la question du débat tout de suite sur les CFA. Mais si ça devient une invective pour juste se donner bonne conscience pour dire le problème c'est tel, le problème c'est tel, non, ça ne marchera pas. Il faut qu'on se regarde en face pour dire que c'est les Africains qui ont joué ces rôles de clown, de marche-pied sur l'écho. Et que si on vient à sortir, il faut qu'on se considère comme étant le centre de nous-mêmes. Et qu'on ramène le problème à nous-mêmes et qu'on décide d'en finir comme le Vietnam a pu le faire de façon heureuse. Et ne pas prendre la voie de la Mauritanie qui a salopé le CFA mais qui s'est retrouvé dans la nasse après. Donc on aura une discussion sans doute dans le semestre 2021 sur la question monétaire. Mon ami professeur Ouseni Ili nous y presse, on va le faire. Pour Roba, l'exception béninoise n'est pas tant une exception. Le Bénin, avant même la crise, avait un taux de croissance un peu plus élevé que la moyenne de l'UEMOA. Et en conséquence, il a été moins affecté par les autres. Mais il a perdu, on pense, autour de 4 points de taux de croissance. Pourquoi? On pourrait imaginer que c'est parce que le Bénin n'a pas fait les mêmes mesures barrières que les autres. Ils n'ont pas fermé les marchés, tout. Peut-être parce qu'il y a un homme d'affaires là-bas qui a dit « moi, je ne ferme pas ». Bon, je ne dis pas que c'est la meilleure des politiques économiques, mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé. Et que deuxièmement, c'est aussi un pays dans lequel l'investissement est très important aujourd'hui. Ils ont de grands projets que nous n'avons pas, de nouvelles villes qui sont investies, ainsi de suite. Mais aussi la dictature progresse, mais aussi la corruption progresse, mais aussi l'accaparement de la richesse nationale par un homme qui est au pouvoir progresse également. Donc ne soyez pas fascinés par l'exemple béninois à tout point de vue. C'est mon deuxième pays, le Bénin. J'y ai connu le bonheur en tant qu'étudiant, en tant que jeune travailleur. C'est là-bas que j'ai fait mes premières armes d'économiste. Alors, Woba, est-ce qu'on peut disparaître?
oui, on peut disparaître, pas parce qu'on va tous mourir, les Yardtse sont résistants, donc peut-être que les Gourmachais vont disparaître, mais nous, on va rester quand même. Mais on peut disparaître au sens où nous pouvons ne plus être ce que nous sommes. Et nous aurons disparu. Et de ce point de vue, ce n'est pas tant Covid qui nous menace que le conflit communautaire qui était très cher, mon ami Woba, qui risque de nous faire disparaître. Au sens où on peut rester encore peut-être même un pays de 40 millions d'habitants, mais nous ne serons plus ce formidable pays, ce formidable melting pot qu'est le Burkina Faso, ou qu'a été le Burkina Faso et la Haute-Volta. Ce que je pense sur Covid, c'est qu'il faut que nous apprenions à faire plusieurs choses. La première, à affronter la vérité. Et à éviter les facilités qui consistent à dire « Mais vous avez vu comment ça les tape? Nous, on est à l'abri. » Ça va pourquoi est-ce que nous, on est à l'abri. Deuxièmement, il faut que nous observions que le gouvernement ne peut pas prendre des décisions parce qu'il a peur. Vous savez cela. Quand ils nous disent mais finalement il faut que chacun soit mis devant ses responsabilités, c'est qu'il a peur. Il manque du courage parce qu'il n'inspire pas la confiance, parce qu'il n'est pas suffisamment crédible. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut produire de la confiance, de la crédibilité dans la gouvernance. Pourquoi? Il y a des décisions courageuses qui vont restreindre nos petits privilèges individuels, mais qui vont construire le bonheur collectif. Et on a besoin de les prendre aujourd'hui. Sinon, effectivement, on sera proche d'un scénario catastrophe. Mais ces décisions ne peuvent être prises que par des gens qui inspirent la confiance. On peut les contester, mais on ne doit pas penser qu'ils font ça pour vendre les masques parce qu'ils sont propriétaires des usines de masques. Tellement le discrédit est porté jusqu'à ce stade. C'est pour cela que nous devons considérer que la question de l'exemplarité au sommet de l'État, de la gouvernance, n'est pas simplement une question pour gagner de l'argent. C'est une question pour restaurer la confiance. J'aime pas parce que ce mot, ça rappelle l'extrême droite américaine, Bush. Mais en tout cas, pour faire en sorte que la confiance soit plus importante entre les gouvernants et les gouvernés. J'appelle le gouvernement pas seulement le président de la République ou le gouvernement, mais y compris les intellectuels, mais y compris les élites économiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est cela la question, de faire en sorte que nous soyons en capacité courageusement de nous dire certaines vérités, de nous fâcher, mais de ne pas remettre en cause la légitimité en particulier de la gouvernance, parce qu'elle est tellement salopée par les satrapes, par les champagnards cigarets, comme j'en parle souvent, et par des gens qui vivent en lévitation sur la société avec les moyens de l'État. Et sur la réconciliation, pour finir là-dessus, nous sommes en phase sur la réconciliation. Maintenant, la réconciliation communautaire, je l'ai dit, c'est l'agenda principal. Je vais insister à l'occasion de ta question sur le fait que quand on parle de la réconciliation communautaire, ce n'est pas de dire mettez les chefs ensemble, ils vont se parler, nos traditions. Tout ça est important. Nos musiciens sont décisifs pour cela. Nos artistes, nos intellectuels, nos traditionnalistes, ainsi de suite. Nos pasteurs, nos prêtres, nos imams, ainsi de suite. Mais l'économie est fondamentale. Si vous êtes dans une situation où, finalement, des étrangers nous arrivent, même s'ils sont des Burkinabés, c'est des étrangers, et notre eau potable baisse, nos surfaces de pâturage baissent, même la concurrence pour nos femmes augmente, la concurrence pour les maris est exacerbée. Si vous ne créez pas un système de production qui remette la prospérité locale en marche, les gens vont se détester, vous allez dire que c'est des problèmes ethniques, ce sont d'abord des problèmes socio-économiques. Ce sont d'abord des problèmes de concurrence exacerbée pour des ressources qui sont devenues rares. C'est comme cela qu'il faut comprendre la réconciliation nationale, qui appelle creuser des puits, donner de l'emploi aux gens, réhabiliter l'université, réenthousiasmer la jeunesse. C'est ça la réconciliation. Sinon, elle va casser le pays, la jeunesse. Il faut insister là-dessus pour que nous comprenions donc que l'agenda de la réconciliation peut être un agenda qui nous rassemble tous, sans discussion, parce qu'on y convoquerait les problèmes majoritaires de la société. Et qu'il faut arrêter la dérive possible d'un agenda de réconciliation monté en épingle par des élites qui ont des problèmes de confort à régler entre elles. Merci. Merci bien, docteur. Donc on continue avec la liste. Si vos préoccupations ont été prises en compte, veuillez vraiment ne pas revenir là-dessus. Donc on était à Aboubacar Menungou et le prochain c'est Soulé Sommet. Bonsoir à tous, merci pour la parole.
Moi, je voudrais revenir sur un aspect sur lequel le Dr Ouedraogo a beaucoup insisté. Et les problèmes. Quand c'est des problèmes des élites urbaines, ça concerne tout le monde. Mais quand c'est les problèmes des majorités rurales, on a l'impression que ça n'inquiète personne. Et moi, je voudrais que vous reveniez un peu sur qu'est-ce qui peut causer cela. Est-ce que ce n'est pas une insuffisance de communication de la part de nos médias ou bien une négligence de la part de nos gouvernants? Et la deuxième préoccupation, c'est le secteur informel de notre pays qui n'est pas organisé. Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon pour organiser le secteur privé? Comme exemple, on voit que le gouvernement a donné quelques milliards pour aider les entreprises. Et ces milliards-là, certainement, ont servi seulement des entreprises formelles qui ne sont pas les majoritaires. Et les entreprises non formelles qui sont les majoritaires et qui sont pour vraiment la majorité, qui touchent la majorité de la population, n'ont certainement été pas prises en compte par ce petit avantage de l'État. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux organiser ce secteur-là pour que ça puisse impacter plus le développement du pays? Je vous remercie. Monsieur Minungu, sous les sommets. Bonsoir docteur, et merci à vous et votre équipe pour ce brillant exposé. Vous avez parlé en fait en temps des vrais défis du Burkina, notamment le doublement de la population dans 25 ans. Et avec ça, je pense notamment au problème d'emploi qui se pose déjà actuellement avec beaucoup d'activités. Je voulais savoir en fait, à Free-Afrique, qu'est-ce que vous pensez des politiques nationales pour la promotion de l'emploi des jeunes? On voit par exemple que lors des élections, il y a des promesses faramineuses de création de plusieurs milliers d'emplois pour ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que notre modèle économique est propice à la création massive d'emplois pour les jeunes? Nous sommes dans un modèle économique qui est dominé par les services, c'est-à-dire le petit commerce. L'agriculture n'est pas assez développée. Est-ce que nous sommes dans un milieu favorable à la résolution du problème du chômage? Merci. Merci bien. Suleiman Sawadogo et Haroun Abdel Ouedraogo, je crois, le prochain. Bonsoir à tous et bonsoir au docteur. Je prends la parole ce soir pour vous poser une question concernant un de vos propos ce soir. C'est concernant la massification des problèmes dans nos universités, comme vous l'avez si bien dit. Et ma question, c'est quoi? C'est que, en tant qu'intellectuel africain, qu'est-ce que vous proposez comme solution dans ces perspectives 2021 du nouveau quinquennat? Parce que le chef de l'État réélu a lui-même laissé entendre que la formation au Burkina est en inadéquation avec le marché de l'emploi, c'est-à-dire la demande. Et en vertu de ça, le flux d'étudiants déjà diplômés ou le flux d'étudiants en train d'être diplômés, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la perspective pour ce nouveau quinquennat? C'est ça ma question. Merci. Merci bien. Monsieur Ouedraogo. Bonsoir. C'est pour parler de la réconciliation. Vous avez parlé de 4 défis, à savoir la réconciliation entre communautés, entre l'État et la population, au sein de l'État et entre les amis d'hier. Bon, à mon avis, je crois que les trois premiers défis est un devoir pour le gouvernement et un droit pour la population. Vu que le président du Faso, à son investiture, a prêté serment, je crois qu'il a l'obligation d'assurer cela. Et que la réconciliation, je peux dire que c'est purement politique entre les amis d'hier qui nous gouvernent depuis 1980. Et que c'est à partir de 2014 qu'on a eu tous les problèmes que vous avez énumérés comme les 3 premiers défis. Merci. Merci bien. Monsieur François Ilboudo, ce sera la dernière question. On va y répondre avant de prendre le dernier. Pas de problème. Ma question, c'est bonsoir à tout le monde. C'est de savoir si on rate cette année 2021, comme il a dit, et qu'il y a des problèmes. Comment on fait pour attraper le outil pour ne pas
et vivre la situation que le Mali vit actuellement. Vu que presque tous les intellectuels sont captés, et même les peu d'élites que nous avons se complaisent dans leur situation, et même si le pays prend feu, l'essentiel pour eux, c'est qu'ils puissent continuer à vivre leur vie tranquillement. Qu'est-ce que lui, est-ce que vous, M. Rassamba, vous avez comme proposition, au cas où ça va aller dans le pire, si on peut dire ça ainsi, pour qu'on puisse rattraper les choses? Merci bien, M. Ilboudo. Docteur, vous avez la parole. Merci, je vais essayer d'aller vite pour que nous ayons la troisième vague. Oui, Aboubakar Minungou, décidément, les Bissa, là, ils sont beaucoup. Hein. Puis, ils parlent bien français. Hein. Alors, les questions du fait que les majorités rurales ne sont pas prises en compte, en fait, c'est un phénomène... bon, je ne vais pas faire beaucoup de théories, mais c'est très passionnant, la question on va dire en gros, de l'oligarchie, de comment des élites gouvernent les sociétés. Il y a ce qu'on appelle la loi d'Arin de l'oligarchie qui dit finalement, dans chaque société, il y a toujours des élites qui gouvernent. Il y a des minorités qui gouvernent des majorités. Qu'est-ce qui nous est propre? Il nous est propre plusieurs choses dans la condition de nos élites. La première, c'est que la désarticulation entre la ville et la campagne africaine a produit des élites qui ne sont pas arrimées suffisamment au système productif africain. Qu'est-ce à dire? Que la majorité des élites ne mangent pas assez de productions africaines, comme les élites européennes. En d'autres termes, que le fait que les villes africaines ne sont pas les marchés naturels des campagnes et des brousses africaines fait qu'il n'y a pas de lien socio-économique qui créerait un équilibre de Nash, c'est-à-dire une situation d'équilibre profitable à tous et que personne n'a intérêt à tricher dans cet équilibre entre les deux. Et qu'en conséquence, nos élites vivent de consommation, d'idées, de sons, d'aliments, de vêtements, de beaucoup de choses d'ailleurs. C'est de moins en moins vrai, c'est heureux. Mais c'est encore majoritairement le cas. Qui fait donc qu'on s'en fout que Djibo soit bloqué parce que le lait de Djibo ne nous alimente pas, nos enfants, le matin ici. Si c'est le lait de Djibo qui était servi majoritairement à Ouaga 2000 pour les privilégiés, peut-être qu'on regarderait autrement la question. À tout le monde en parlait au petit déjeuner. Mais je suis convaincu qu'on n'en parle pas au petit déjeuner à Ouagadougou. C'est pour expliquer quoi? Que l'économie politique, la manière dont notre système économique articule ou désarticule, lie ou sépare des segments de la société a une incidence sur notre système politique. Si c'était comme en 1946 à la création du RDA, où il fallait demander la cotisation des planteurs africains pour faire un parti politique pour l'indépendance, si les partis politiques étaient constitués comme cela, financés comme cela, on n'aurait pas eu les mêmes politiques, ni la même classe politique. Parce que ça ne demande pas la même expertise. Il y a une expertise de grande corruption des marchés donnés à tel qui donne le tiers, ou le dixième, ou le 20% en ristourne pour faire la grande politique, comme on l'a vu dans la débauche d'argent en novembre passé. Et il y a une politique qui consiste à aller parler aux majorités pour colmater les 1000 francs pour faire de grandes choses. Ce n'est pas la même classe politique comme on aurait eu. Donc ça, c'est un problème que nous avons. Kako Nubouko, notre ami économiste, a pu dire que les élites africaines sont comme hors sol. Il y a quelque chose de vrai dedans. Qui fait qu'en Afrique, pour voir des élites intellectuelles qui vivent, gagnent l'argent, sans adresser leurs questions aux Africains, sans demander même l'argent des Africains. Le financement de leur activité de recherche vient d'ailleurs, les résultats portent ailleurs, leurs vacances se font ailleurs, leur code, leur standard de vie est commandé par l'ailleurs. La désocialisation des élites africaines est une question majeure. Il faut réencastrer les élites africaines dans leur société. Qu'elles soient dans les peuples, ce n'est pas pour faire du populisme. Les élites ne sont jamais dans les mêmes conditions que les majorités. Mais il doit y avoir un lien de dépendance réciproque. Sinon, il n'y a pas de nation. Parce que la nation, c'est aussi des liens économiques.
qui font que même quand on se déteste, il y a une rationalité primaire qui fait qu'on a intérêt à être ensemble. Nos élites, je l'ai indiqué souvent, ont trop de béton dans leur tête et dans leurs rêves. Le béton est trop lourd dans la tête, donc ça nous affaisse. On pense à combien d'étages on va construire, combien de maisons on va faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce truc que j'ai vu au feuilleton là, l'écran plat collé au mur, c'est ça que je veux, exactement comme cela. Ça nous empêche de rêver. Qui fait qu'on a une massification du béton, on ne sait pas à quoi ça va servir. Et on ignore les problèmes concrets de nos sociétés. On ne peut pas régler ça avec la simple bonne volonté, même si je crois à la bonne volonté des uns et des autres, parce que je suis prométhéen. On a besoin de faire en sorte qu'il y ait une économie politique qui serve la fabrique d'élites africaines qui dépendent de l'Afrique. Qui se nourrissent de l'Afrique et en conséquence, qui ont intérêt à ce que l'Afrique continue à grandir. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont rien vu comme impact Covid, sécurité sur leurs revenus. Bien au contraire. Peut-être même que ça a augmenté nos revenus. C'est le marché de consultation pour savoir comment on fait avec les terroristes, ainsi de suite. Mais les Blancs payent, pour parler crûment. Donc c'est une question concrète qui est celle de quel substrat socio-économique émergent nos élites. Quelle est la société économique qui sécrète nos élites? C'est ça qui permet d'en faire nos élites, les nôtres propres. C'est la même chose sur le secteur informel, qui est déconsidéré parce qu'il n'a pas de relation avec les élites administratives, sinon des relations de rapt, de la patente ou de l'impôt, ainsi de suite. Et de sorte que l'administration est convaincue que le secteur informel, c'est une énorme anormalité. C'est un malfonctionnement extraordinaire. C'est vrai, à plusieurs points de vue. Mais si elle est majoritaire, elle devient la société. À tous les mots, on ne doit pas la contourner. Mais ce dialogue n'est pas fait parce que nous sommes sur d'autres standards et c'est une question importante. La question de l'emploi pour sommer, qu'est-ce que nous parlons des politiques d'emploi? Ce sont des politiques cosmétiques et démagogiques. Vous ne pouvez pas de façon courageuse parler d'emploi sans parler de formation. Sinon, vous êtes à l'aval, vous êtes à la marge. Nous savons tous, ceux qui n'en lisent pas les preuves scientifiques, en ont l'intuition par l'expérience personnelle, que l'école est de plus en plus vide de connaissances. Pas seulement de connaissances, d'éthique. Et en particulier de l'éthique du travail. De l'idée que le travail réhabilite l'homme, que le travail libère et que le travail construit une société. Comment dans ces conditions vous laissez ces questions massives et vous vous retournez pour dire il suffit de les faire, microcrédit, fonds des jeunes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une question en aval. C'est prendre le problème par la base et par la fin et ne pas aller dans la radicale du problème. La racine du problème est que malheureusement, notre système éducatif est très mal adapté. On l'a souvent dit. Mais quand on dit ça, c'est le diagnostic et puis on passe à autre chose. On n'empoigne pas cette réalité pour la traiter. Elle est indépassable. Ça me ramène à la question de l'université qui m'a été posée. Nous vivons à l'université les résultats des choix qui ont été faits, pas par nous d'aujourd'hui. Des choix désastreux. Les politiques d'ajustement structurel ont cassé l'école et l'université africaine et burkinabé. Qui fait que on a mis un trait sur l'université pendant au moins un quart de siècle. Et puis on se réveille pour voir des problèmes. Il y a un économiste américain très puissant qui s'appelle Jeffrey Sachs, qui a influence sur les hommes politiques au Burkina Faso ici, qui a dit qu'au fond, ça c'était dans les années 90, on peut supprimer l'université de Ouagadougou et ça ne créerait aucun problème au Burkina Faso. C'est ces conceptions qui ont gouverné notre politique de l'université. Et qui ont créé le problème incroyable actuel, qui est qu'un pays dans lequel on se plaignait qu'il n'y a pas suffisamment d'étudiants, est un pays dans lequel on ne sait pas comment on fait avec le doublement des effectifs étudiants en 5 ans. En 5 ans, c'est multiplié par 2. Mais c'est les mêmes enseignants, quasiment.
c'est les mêmes capacités, c'est les mêmes infrastructures absentes, c'est le même manque de connectivité dans un pays où les télécoms s'en mettent plein les poches. Donc c'est pour expliquer que la question de l'emploi doit être liée à celle de la formation, donc celle de l'université. Vous êtes en train de constater que des jeunes sont en train de se rendre malades parce qu'ils sont dans une schizophrénie. On leur dit une année égale 3 ans, ou 3 ans égale une année. Personnellement, je ne vais pas le faire ainsi, mais je dois avoir l'honnêteté de le dire. C'est pour ça que j'ai fait une pause à l'université de Ouagadougou à partir de janvier. Parce que je considère, à l'université Thomas Sankara, qu'on se ment, on s'y ment. C'est un lieu de mensonge. Nous n'avons pas le courage de dire à la société, vous nous demandez l'impossible. Vous nous demandez juste d'aller faire des fioritures, d'aller faire de la présence. Mais que nous n'y avons pas les moyens. Et les moyens, ce n'est pas d'abord des ressources financières. Ce sont des moyens politiques. Qu'est-ce que j'appelle les moyens politiques? C'est que nous ne sommes pas dans la situation où on peut délibérer collectivement de qu'est-ce qu'est l'université. Quelle est sa pertinence vis-à-vis de cette société. Et quand on reporte tous la question individuellement et collectivement pour dire, pour le mois, j'ai fait mes volumes horaires, pour le mois, je fais ci, pour le mois, je passe ma carrière, pour le mois, je fais ci, je fais ça, et la question est reportée ad vitam aeternam. Dans ce temps, de belles perles, des potentiels exceptionnels sont en train d'être cassés dans notre jeunesse. Moi, j'ai eu le bonheur de faire plusieurs grandes universités dans le monde et j'y ai vu des choses qui me donnent la conviction que nos jeunes sont loin d'être derrière dans leur potentiel. Mais que nous ne sommes pas en train de créer les conditions de conversion de leur potentiel en effectif pour changer nos pays, pour changer la condition humaine chez nous. Mais ça, ce n'est pas une question du gouvernement, hein. Il est dedans, mais ce n'est pas lui, hein. C'est nous tous. L'université s'invente par des universitaires d'abord. C'est ça l'enjeu. Malheureusement, les questions matérielles se sont tellement massifiées, la crise de confiance fait qu'aujourd'hui, on n'a pas l'espace pour se parler. Ni entre nous, ni avec nos étudiants en particulier. Il y a une impossibilité de discussion sur la question de l'université, d'intelligence sur la question de l'université. Parce que le mensonge qui est servi à cette jeunesse est tellement haut, le discrédit des élites politiques, intellectuelles, administratives est tellement grand qu'on n'a pas cette confiance pour créer le confort de la discussion. Mais elle est indispensable. Elle est indispensable. Ce que je pense, c'est que l'université africaine ne va pas s'inventer en acceptant l'inacceptable. Il faut qu'on dise que ce qui n'est pas acceptable ne l'est pas. Un enseignant d'université, ce n'est pas de répéter des choses en ayant la conviction que ça ne sert à rien. C'est cela qui nous est posé. Et un étudiant, ce n'est pas d'accepter que 3 enfants une année. Et de dire que notre manière de résoudre, c'est que la 2e promotion se retrouve contre la 3e promotion qui attend la 4e promotion pour notre secours. Non. Mais c'est un chantier majeur. Il faudrait qu'on ait une discussion là-dessus. Je disais à un de mes collègues qu'il faut qu'on fasse une réflexion ici sur qu'est-ce que l'université et nous serons prêts à en discuter de façon beaucoup plus confortable. Mais le lien avec l'emploi est très clair. Notre modèle de croissance est un modèle de croissance qui ne transforme pas, qui ne pose pas la question de l'industrie. C'est l'industrie qui crée la valeur ajoutée, qui crée l'emploi. L'industrie dans les services, l'industrie dans l'agriculture, l'industrie dans partout, y compris dans la manufacture. C'est ça qui crée l'emploi. Nous exportons nos emplois avec l'or qu'on n'a pas suffisamment travaillé, avec le coton qu'on n'a pas suffisamment travaillé, avec l'élevage qu'on n'a pas suffisamment, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Covid est une excellente chance de repenser cela. Sur la réconciliation, Aruna Ouedraogo, je n'ai rien à ajouter. Juste encore, profiter de la question pour dire que la réconciliation, c'est la justice. Ce n'est pas la justice au sens de l'institution judiciaire pour juger le dossier Sankara. C'est important, il faut juger le dossier. Ce n'est pas la justice pour réhabiliter la famille Sankara, la famille Zongo Norbert, c'est indispensable. C'est la justice dans les politiques publiques aussi, comme je l'ai indiqué. L'année précieuse, qu'est-ce qu'on fait si elle loupe?
Moi, je crois fondamentalement qu'il faut arrêter de croire qu'ils doivent faire quelque chose. Ils ne peuvent pas faire quelque chose de plus différent que ce qu'ils sont. Je considère que nous devons nous constituer, comme l'a dit Kizerbo, en valeur ajoutée ici et maintenant. En d'autres termes, nous devons à notre niveau engager la construction des alternatives. Ce n'est pas de dire que comme c'est trop grand, on repart dans nos petites familles, dans nos petits lieux. Non! Ne restons pas dans une posture de dire c'est tel, tel, tel. Empoignons la réalité objective pour la changer, pour faire en sorte que l'année soit précieuse pour nous aussi. Parce qu'en 2016, nous on a sorti un rapport qui s'appelle 2016, année perdue. On espère qu'on ne sortira pas un rapport en 2022 pour dire 2021, année perdue. Et puis il s'est passé ce que vous savez, c'est qu'avec l'opposition à l'époque, l'opposition a pompé ce rapport et a fait son mémorandum et a appelé ça année perdue. Et bien moi j'ai écrit pour dire année perdue pour l'opposition également. Et puis ils ont repris dans la tête pour dire, comme Rassable a tapé du sucre sur l'MPP, il veut aussi casser du sucre sur le CDP et l'UPC pour être équilibré. J'ai dit non, c'est pas cela. C'est parce que je considère que nous sommes co-responsables de cette situation et que l'opposition n'a pas été dans le quinquennat passé en capacité d'assurer sa fonction tribunicielle sur l'insécurité, sur les conflits communautaires, sur la dérive des conflits communautaires, sur le fait que les agendas secondaires ont pris la place de l'agenda majoritaire et que l'opposition a été aussi démagogique, aussi alliée des agendas secondaires. En disant cela, ce n'est pas le MPP que j'applaudis, bien au contraire. Mais c'est ce que j'appelle être en capacité de produire sa part de travail pour être légitime à faire la critique objective au niveau collectif. En tout état de cause, nous avons à inventer demain. Et par bonheur, vous savez ma théorie là-dessus, demain ne s'invente pas avec tout le monde. Si vous êtes prêts, inventons demain, c'est le plus important. Et on invente demain à partir d'une belle année, l'année 2021, que j'espère précieuse pour nous tous. Bien, merci donc, Monsieur Bamba Lassina a la parole. J'ai vraiment tiré l'essentiel de ma question. Merci. Alors, mais quand même, ça traite de l'éducation. Ça traite de l'éducation parce que le docteur a dit qu'il s'inquiète. Si l'école primaire devient comme l'université, ça devient problématique. Alors donc, je veux aborder dans ce sens pour dire quand même la gouvernance de l'éducation au Burkina Faso. Vous vous souvenez de la plateforme qui a été lancée pour faire face à toutes les difficultés qui font que les enfants ne peuvent plus aller à l'école à cause de l'insécurité. Donc, l'éducation nationale a eu à mettre en place une plateforme digitale. Une plateforme digitale, ça me rappelle encore ce que le docteur disait pour des populations de Dori, de Lorofuruso, c'est insensé quand on a un taux de 16% de couverture de l'Internet. Donc là encore, on ne se dit pas la vérité. On ne se dit pas la vérité. Je voulais, en tout cas, parce que l'éducation nationale fluctue depuis longtemps, les résultats n'avancent pas. Comment on peut faire pour que le digital, parce que je m'interroge là sur l'apport du digital à tirer la croissance des pays d'Afrique vers le haut. C'est-à-dire que quand on veut citer des pays qui ont réussi la couverture, on parle du Rwanda. Quelque part, ces Rwandais disent être venus s'inspirer de l'exemple du Burkina. Qu'est-ce qui fait qu'au Burkina, on n'arrive pas à tirer profit de la dividende du digital pour l'éducation nationale? Quand on va investir dans des plateformes qui coûtent des milliards, alors qu'il y a des solutions qui peuvent être déployées, donc bord champ, des solutions à portée de main des élèves, ce n'est qu'une question de subvention. C'est un acteur de l'éducation qui vous parle. J'ai une tablette en main qui contient les contenus du système éducatif du Burkina. Donc, je viens de Bobo Dioulasso, c'est Kamalfa. Donc, on a des pourparlers avec le ministère. Donc, ça m'intéresse les questions de digital au niveau de l'éducation. Donc, je vais faire bref parce que déjà, je sens que, tout en félicitant le docteur parce qu'il est passé à Bobo, on a participé à ces rencontres. Alors, beaucoup de courage pour tout ce que vous faites. On a beaucoup appris parce que le PNDS, la SCAD,
il y avait des projections, aucune de ces projections n'a marché. Ma dernière question enfin, le plan qui va s'introduire après le PNDS là, comment on peut prendre en compte la digitalisation du système éducatif, ne pas voir dans cette digitalisation un luxe, mais une nécessité parce qu'il y a manque de budget, il y a manque d'école, il y a manque de tout. Comment, il a parlé d'alternative, comment utiliser cette alternative-là justement pour que nous puissions scolariser nos jeunes parce qu'ils sont nombreux, parce que l'emploi est lié à l'éducation, il l'a dit. Alors donc, et le niveau de pauvreté aussi est lié au niveau de la faiblesse de l'offre éducative. C'est bien noté, monsieur. Alors, merci. Baba. Merci bien. On donne la parole à monsieur Kombari, le prochain, Maman Namza. Ok, merci bien. Bon, moi j'aime prononcer sur le sujet de développement, et le développement endogène et le développement exogène. Et le docteur a parlé d'industrialisation. Et qui dit industrialisation parle de machines. Maintenant, cette industrialisation sera endogène ou exogène? Point d'interrogation. Mais je propose déjà une solution, c'est-à-dire que quand on parle d'industrialisation, c'est pour dire amener les machines d'ailleurs, pour dire importer les machines. En ce moment, ça devient de l'exogénisation. On va développer les pays d'ailleurs et non notre pays. Et le bon sens recommande que nous fassions un développement endogène, c'est-à-dire rentrons en nous et inventons nos machines, nos appareils pour pouvoir transformer nos produits agro-silvo et pastoraux. Maintenant, si la solution est la meilleure, c'est d'imiter la formule des Chinois. Ils se sont basés sur leur culture, ils ont inventé leur modèle d'écriture, ils ont eu à promouvoir leur langue et aujourd'hui, ils sont eux-mêmes à 100%. Maintenant, un documentaire dit que ce que nous consommons, nous ne produisons que moins de 1,5%. Pour dire que les 80, combien pour cent, ça vient d'ailleurs. Ça veut dire que tous les efforts que nous menons, c'est pour développer les autres pays et non nous développer. Donc, il y a lieu de recourir à l'endogénéité. Je vous remercie. Merci bien. Ma question est relative à la chute des cours de pétrole. Comme vous l'avez si bien dit, docteur, les cours de pétrole ont chuté et sont très bas. Et avec cette crise du Covid-19, des pays tels que le Nigeria, l'Angola, l'Algérie et même mon pays, le Tchad, sont durement affectés par la conjoncture. Alors ma question est de savoir, selon vous, docteur, quelle option qu'ont ces pays-là devant eux en termes de résilience économique? Ma seconde et dernière question est relative à la ZLECAf. Pensez-vous, docteur, que la zone de libre-échange continentale en Afrique deviendra réellement effective et apportera les résultats attendus, surtout au niveau de la CAC? Voilà, avec la réticence de certains pays tels que le Gabon et la Guinée équatoriale qui ont déjà du mal à ouvrir leurs frontières et rendre l'intégration économique effective au niveau de la CAC. Merci. Merci bien, monsieur Thierno. Bonsoir, merci. Pour moi, c'est un rêve aujourd'hui de pouvoir participer sans présentiel. Alors, très rapidement, j'avais 3 points essentiellement sur lesquels je voulais intervenir. Le premier, c'est concernant le boom foncier. Je pense qu'on n'a pas approfondi le point. Je voudrais savoir aujourd'hui que nous avons un habitué des tribunaux qui doit gérer la question de l'urbanisme et des villes. Là, je mets en parenthèse omission faite des cités non loties. Quelle est la feuille de route qu'on pourrait en fait détailler pour pouvoir sortir de l'ornière? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est concernant nos exportations. Je crois qu'on a pu mentionner ici le Nigeria, d'autres pays qui sont exportateurs des minéraux. Le Burkina Faso aussi, comme on le sait tous ici, c'est à peu près 90% des recettes d'exportation pour l'or. Aujourd'hui, on a les cours du pétrole qui sont en baisse. Et si demain le cours de l'or baisse, est-ce qu'on va louer le pays aux autres pour pouvoir bénéficier de la rente de location? Le dernier point, c'est concernant certainement la question qui préoccupe beaucoup de gens, comme certainement les habitants de la région du Sahel.
Aujourd'hui, je voudrais juste faire un appel en fait à un élan de solidarité. C'est-à-dire aujourd'hui, on est là, on détale peut-être les points par rapport à la réconciliation nationale, mais est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent se regrouper aussi en association pour pouvoir apporter leur aide, aussi petite soit-elle, ne serait-ce que pendant la période de fraîcheur, si on peut se regrouper et puis voilà, les apporter peut-être des vêtements plus chauds. Merci. Merci bien. Et la dernière intervention sera celle de M. Ouedraogo Isakaou. Voilà. Ok, merci bien, docteur. Docteur Rassamble Ouedraogo. Je vous informe qu'il y a une invitée ici qui a du mal à prononcer votre nom, Rassamble. Bien sûr. Elle est sabot. Non. Ok, merci. Moi, ma question, c'est concernant la dette. L'annulation de la dette. Bien vrai qu'en parlant de dette, Thomas Sankara avait déjà fait son cheval de bataille. Et aussi, après, il y a eu le CNDT mondial, dont je fais partie, le comité pour l'annulation de la dette légitime. Mais aujourd'hui, avec la situation du Covid, les présidents Macky Sall et le président du Faso, son Excellence, ont déjà parlé de l'annulation de la dette. Alors moi, j'aimerais concrètement que si vous pouvez nous donner un petit éclaircissement sur la question, quel impact immédiat on peut y avoir si on venait à annuler cette dette. Et la seconde, c'est la question de l'éducation. Bien vrai, la situation est gravissime, parce qu'on a remarqué ces derniers temps des cas de suicide à l'université. Donc ça veut dire que c'est déjà grave. Et je m'inquiète encore parce qu'en 2015, lors des assises pour l'amendement du PNS, dont j'ai été en tant que responsable syndical, on a insisté sur la question de l'éducation. Il fallait accentuer la question. À ma grande surprise, le ministre en charge de l'éducation, dont je ne vais pas citer le nom, nous a dit que l'éducation ne serait pas rentable. Alors je me demande, en 2015, il n'y avait pas la Covid ou le Covid, il n'y avait pas la question du terrorisme. Et le nouveau PNDS, s'il va avoir, j'ai peur que cette question de l'éducation puisse être escamotée. Et nous savons les conséquences qui vont en suivre. Et les 4 aspects que vous avez évoqués, je suis entièrement d'accord. Je parlais avec mon voisin que le ministre en charge de la réconciliation, après sa prise de fonction, est venu visiter le CISC. Donc j'en fais partie. On a discuté. Le point 1, qui est la réconciliation entre les communautés, qui ne parle de cette réconciliation, pas de la question des terres et la crise, les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Je pense que c'est une question fondamentale qui va aussi, si bien sûr aussi les 4 points que vous avez évoqués, on ose espérer qu'il va vraiment se donner les moyens de réussir ça aussi. Merci bien. Merci bien, M. Ouedraogo. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces questions. Pour y donner suite, sur la question de l'éducation qui revient vraiment de façon très importante, je pense qu'il faut que nous on note cela. On a vraiment un cycle de discussion à faire là-dessus. C'est par l'éducation que la société se produit, qu'elle se reproduit. Donc, on est au cœur. Et mon maître Kizerbo a dit que l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme et commande l'avenir des sociétés. Donc, c'est une question centrale. Par rapport à la digitalisation, ce que je pense, c'est qu'il faut souligner l'énorme scandale de la rentabilité extraordinairement élevée avec des services pourris des compagnies de télécommunications. Et ça, c'est une question très intéressante pour les jeunes. Parce que c'est le personnel insurrectionnel. Et c'est eux qui ont besoin de cela, de la connectivité. Donc, il faut qu'on travaille sur cette question. Et c'est une question relativement simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le secteur. Énormément d'argent. Il y a des dizaines de milliards de bénéfices distribués chaque année pour des services pourris. Et qui ne sont pas compliqués à gérer. Voilà, donc c'est là-bas qu'on doit faire notre petite révolution. Aussi.
C'est une question très concrète sur laquelle, si nous savons constituer des acteurs qui ont intérêt à l'avènement d'une autre gouvernance des télécoms dans notre pays, pour qu'on se dise, il est très heureux que les gens gagnent de l'argent, mais ça ne peut pas se faire au détriment du service élémentaire pour la majorité d'entre nous. S'ils gagnent de plus en plus d'argent parce qu'ils amènent des services de meilleure qualité, ainsi de suite, on devrait comprendre. C'est le contraire qui se fait. Il y a des choses simples à faire. Simple, ça ne veut pas dire que c'est facile. Des fois, quand c'est très simple, c'est difficile. Il y a des choses simples à faire, comme par exemple une proposition qui consiste à dire qu'il faut interdire la distribution de tous les bénéfices dans ces secteurs extrêmement rentables. Quand un secteur a plus de 15% de rentabilité, c'est déjà beaucoup, hein? C'est ce que Madoff a essayé de faire aux États-Unis, n'a pas pu en arrêter. Il doit pouvoir investir le tiers de son bénéfice dans le même secteur. On ne reprend pas, on doit juste d'investir pour que, même chez les Bissa, ils aient la bonne connexion, ainsi de suite, parce qu'ils ont besoin de parler avec leurs parents qui sont en Italie, ainsi de suite. Voilà, donc c'est pour expliquer que, sur cette question, c'est l'enjeu. Mais pas un État irresponsable qui voudrait aller prendre des amendes juste pour mettre dans sa caisse et puis dire on a fait payer 5 milliards et puis non, l'objectif c'est pas de gagner de l'argent dans le secteur pour l'État. L'objectif c'est que c'est une infrastructure là, le numérique. Et pour un pays enclavé comme le nôtre, c'est soit une double peine, comme notre situation actuelle, soit une formidable aubaine pour se désenclaver. Faire en sorte qu'on peut rester dans un village perdu du Burkina Faso et puis voir le monde, et puis parler au monde, et puis habiter le monde, et puis changer le monde via cet outil. Donc c'est une industrie extrêmement rentable. Je me fais encore des ennemis. Les miniers, ça ne suffit pas pour nous créer plus de soucis. J'en rajoute d'autres. Il faut qu'on crée des problèmes davantage à ces messieurs qui s'en mettent plein la poche chez nous ici. La digitalisation, ce n'est pas simplement d'amener l'Internet. C'est aussi d'éduquer à l'Internet. D'éduquer aux nouveaux médias. Sinon, elle peut être l'accélération des luxures, des dérives, de l'escroquerie, de la propagande, de la démagogie, des théories complotistes, et ainsi de suite. Elle peut être la vampirisation de l'esprit de nos jeunes. Comme ça peut être de formidables lieux de récréation, de création de l'humanité. Alors, il y a une question qui est arrivée sur l'endogène. Bon, vous comprenez mon point de vue, le développement est endogène chez nous, c'est-à-dire que c'est un développement qui part des acteurs essentiels de la société au profit de cette société. Ça ne veut pas dire la fermeture. C'est important. Ça ne veut pas dire l'autarcie. Kizerbo donne le paradigme de l'arbre, qui est un formidable paradigme. L'arbre est grand, est puissant parce qu'il est précisément bien enraciné. Et en conséquence, il peut déployer des feuilles pour capter tout l'oxygène, tout ce dont il a besoin, toutes sortes de ressources pour se nourrir. Donc ce n'est pas un appel à la fermeture. Nous avons des machines à importer, nous avons des choses à apprendre du monde par le numérique et nous avons des choses à apprendre au monde. Nous ne devons pas avoir peur de l'ouverture. Mais il faut avoir peur de l'ouverture dans laquelle on se noie. Comme dirait Kizerbo, l'universel, il faut faire attention quand même, on n'est pas si noyé. Tant qu'on peut avoir nos racines là-dedans, on est bon. L'ère Meiji, qui est un formidable moment de renaissance des Japonais, est un grand moment d'ouverture, où ils ont envoyé un contingent d'élite pour aller à la rencontre de l'autre occidental, pour y ramener des choses, pour se recréer. C'est ce que nous devons faire. Et nous devons savoir une chose. Le développement ne se copie pas. Mais la copie fait partie de l'industrialisation. On commence aussi comme ça par copier. Donc, sur l'industrialisation, c'est de dire que nous ne devons avoir aucun complexe. Nous devons nous dire que nous avons besoin des autres pour nous constituer, pour nous nourrir. Mais pas simplement pour aller être des clones des autres, mais pour être en capacité de prendre tout ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité pour réinventer l'humanité et apporter quelque chose dans l'humanité. Alors, à notre ami Hamzat, comment les options de résilience du Tchad, les économistes vous diraient qu'il faut faire la diversification sectorielle. Voilà. Vous avez, c'est trivial, hein, c'est des réponses gros mots, mais pour dire que vous avez un seul secteur, une seule poule aux œufs d'or qui est malade, il faut avoir 3 œufs
trois poules aux œufs d'or. Bon, quand j'ai dit ça, je n'ai pas répondu à la question. Parce que n'importe qui pourrait lui dire. C'est la question de l'industrialisation qui est posée. Les revenus du pétrole, s'ils ne servent pas à acquérir les capacités pour s'approprier le secteur pétrolier, de bout en bout, il ne sert à rien. Il ne sert qu'à nous créer des comportements de riches qui sont en réalité des pauvres. Ce qu'on appelle en économie le syndrome hollandais. Donc, la question de la diversification, c'est la question de l'industrialisation en d'autres termes. Comment on prend des ressources dans une poule aux œufs d'or qui est ponctuelle pour faire un poulailler, pour faire plusieurs poules et pour avoir plusieurs poulaillers. Ton formidable pays, le Tchad, a vécu comme un pays de rentiers, avec des ressources exceptionnelles. Et le Marshall a fait ce qu'il voulait faire avec, y compris se nommer Marshall avec cette affaire. Et on ne lui a pas demandé des comptes. Maintenant que ça se retourne, on se dit maintenant la poule est décédée, comment on fait? Eh bien elle est morte. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va repartir, mais pas pour de bon. On va avoir une nouvelle poule. Il faut apprendre les leçons du passé. C'est de cela qu'il s'agit. L'intégration africaine dont on parle, c'est de faire en sorte que ce soit le pétrole du Tchad qui soit servi dans les stations à Ouagadougou. C'est là que, quand ça bouge à Ouagadougou, les gars au Tchad ont dit, il faut faire en sorte qu'elle appelle là-bas, sinon on ne va pas vendre notre pétrole. Parce qu'on est interliés par cela. C'est de cela qu'il s'agit. Donc cette diversification appelle de la protection, un usage intelligent des ressources tirées pour être en capacité de faire émerger d'autres secteurs avec plus de valeur ajoutée. Il n'y a pas de malédiction des ressources, hein? Non. Il y a des pays qui ont eu beaucoup de ressources naturelles, qui en ont fait n'importe quoi, et ça s'est terminé comme c'était une malédiction. Il y a des pays qui en ont fait le bonheur, y compris en Afrique, comme le Botswana, et que ça s'est terminé pour le bonheur pour eux, pour le meilleur pour eux. Donc ce n'est pas consubstantiel aux pays qui sont riches en ressources naturelles, sinon le Canada, sinon les États-Unis eux-mêmes sont des pays très riches en ressources naturelles. Maintenant, sur la ZLECAf, bien sûr que ça pose un problème, puisque ces questions dont je parle ne sont pas discutées. Bien sûr que ça pose problème, puisque la plus grande économie africaine, pendant qu'elle discute ça, ferme sa frontière et que les intellectuels ne font pas lever des boucliers. En réalité, l'agenda de l'intégration est rythmé, orchestré, orienté de l'extérieur pour l'extérieur chez nous. Parce que l'extérieur a intérêt à cet agenda. Vous voyez comment l'Union européenne finance l'UEMOA, par exemple. Ils ont intérêt à avoir une intégration, une sorte de clone d'eux, qui n'est pas exactement eux, bien entendu, parce qu'ils s'adorent pour vouloir se dupliquer, et qui parlent avec eux, plutôt que d'aller individuellement parler avec les gens, et que de sorte que les réformes qui arrivent puissent passer d'en haut, et qu'on fasse l'économie d'aller parler à 8 personnes, et on parle à une seule personne. Il faut qu'on s'approprie cet agenda et qu'on l'organise à notre profit. Et que chaque fois qu'il est là, qu'on se pose la question, qui est-ce que ça sert? Pour répondre à Tierno, qu'est-ce qu'il faut faire sur la bombe foncière? Effectivement, on n'en a pas suffisamment parlé. Je ne peux pas dire tout, mais je renvoie au rapport de la Commission des réformes et de la réconciliation en 2015, qui a fait une belle brique sur la bombe foncière là-dedans. Mais je vais quand même dire juste une chose là-dessus. Il faut s'attaquer de façon résolue à la criminalité foncière et immobilière. Il faut casser les gens, il faut les arrêter, il faut les faire payer. Les plus gros. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans les non-lotis, on n'aura pas de parcelles pour tout le monde. Il y a des réponses courageuses à dire aux gens. Pas parce qu'on a volé toutes les parcelles, on a volé aussi les parcelles. Parce qu'on en a détourné aussi. Mais même si on ne l'avait pas fait, la démographie fait qu'aujourd'hui, on doit avoir d'autres solutions. On ne peut plus avoir chacun sa parcelle. Il faut imaginer d'autres solutions. Et elles sont là. Mais, pour être crédible et avoir leur confiance pour parler avec ces populations qui attendent avec leurs machettes, et elles ont raison, il faut que vous montrez votre bonne foi. Que vous arrêtiez ceux qui achètent les centaines d'hectares, qui nettoient la nature, qui parcellisent et qui se font des milliards et qui se disent, voici les grands succès économiques de nos pays. C'est de la criminalité foncière et immobilière. On sait de qui on parle, il faut les arrêter. Si ce n'est pas ça, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous distraire. Pour dégonfler la bombe foncière, il faut que la justice et la sanction passent.
pour que quelques-uns, qui en ont des centaines, qui en ont d'une dizaine, arrêtent de narguer les autres valeureux. C'est ça qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas construire le développement dans un pays où l'élite croit que si j'ai 3 parcelles, je ne peux plus devenir pauvre. Parce que chaque 6 ans, le prix de chaque parcelle est doublé et qu'il suffit d'avoir chaque 6 ans la 6e, la 4e, la 5e. Ça, c'est quand je ne vole pas. Quand je me mets à voler, ça va plus vite. Mais quand je vole, il n'y a pas de sanction et que je peux même faire la publicité à la télévision et on sait comment ça fonctionne. Vous savez de qui je parle? Tant qu'on ne va pas les arrêter, eux, eh bien, on bavarde. C'est l'indicateur que je donne pour savoir est-ce qu'on est sérieux sur la question. Ce n'est pas d'aller réunir les populations à Saba, à Zozourbougou pour dire quoi que ce soit. C'est d'abord de montrer qu'on est résolu pour qu'il y ait la justice sur la question. Et que donc la criminalité s'arrête. Qui c'est qui ont détourné les espaces verts? On le sait. Qu'on les arrête. Il y a 2 manières de faire. De la manière que je propose en criant, elle fait peur aux gens. Mais en fait, c'est la manière la plus douce. Et la manière qui peut arriver, c'est que les gens vont sortir, commencer à se marcheter. Il y a une insurrection avec de la casse ici. Elle peut être pire. Parce que les gens se rendent bien compte que cette galette qui s'étend dans tous les sens, qui s'appelle le Ouagadougou, qui est finie aujourd'hui, qui est finie et finie, est un formidable lieu de spéculation. La première banque du Burkina Faso, elle s'appelle Coris Bank pour les experts en banque comme moi. Mais en réalité, elle s'appelle la terre. C'est là que tout le monde met l'argent. On n'en a pas besoin. Ceux qui en ont sont ceux qui n'en ont pas besoin. Ceux qui en ont n'y dorment pas. Ceux qui n'en ont pas squattent pour dormir. Ça ne va pas se terminer comme cela. Soit on la dégonfle de façon civilisée, de façon policée, et on organise notre humanité avec les ressources, et il faut amener de l'imagination pour faire en sorte qu'on ait de la densification verticale, qui ne soit pas une copie de la dérive des HLM européens, mais qui soit une invention de villes hautes chez nous, comme ça existait il y a 6 siècles en arrière. À Tombouctou, il y avait des immeubles. Comme ça existait dans de super belles villes, comme Benin City, 5 siècles en arrière, qui étaient des villes éclairées, 5 siècles en arrière, allez lire. On peut organiser cela, sinon ça va être la Chali, le Tenkoum, et on va se macheter. On est très proche de cela. Donc pour dire, on peut raconter tout. La justice, c'est pas bon pour enfin. Il y a pour Yarabo. S'il n'y a pas la justice dedans, c'est du mensonge. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens s'accaparer la voracité immobilière et foncière et puis dire, écoutez, on va faire la réconciliation. Eux, ils ont déjà eu, ça fait quand même un moment. Hein. Ça fait 6 ans quand même, quoi. Ça fait 7 ans, ils ont un titre foncier. Vous imaginez? Si pas Pyramide des États-Unis qui n'a pas sa 4e parcelle, comment on va faire? Voilà. Si vous faites ça, votre réconciliation sera par le haut. Vous construisez un toit formidable, et vous voulez poser une maison qui n'existe pas. Ça va collapser. J'insiste là-dessus. Sur le secteur minier, Tierno, c'est très intéressant. Tu reviens sur notre discussion. Tierno Diao est un jeune exceptionnel qui a eu un super bac, qui a fait une excellente formation au Maroc et qui nous contacte depuis 4 ans et qui est sur une très belle trajectoire et qui est une valeur ajoutée pour son pays. Et on a une discussion avec lui. Et lui pense que les mines là, ça va s'arrêter un jour, donc il faut arrêter. Mon ami, il se trouve que dans les semestres à venir, ça va continuer. Et les prospectifs savent ça, que ça va être des taux de rentabilité records. Que des gens qui sont endettés pour faire les mines, qu'ils ont dit qu'ils vont rembourser dans 10 ans, dans 5 ans, ont anticipé le remboursement parce qu'ils ont eu tellement d'argent. Ça se passe dans notre pays ainsi. Donc il n'y a pas de malédiction à avoir. Vous voyez, il y a une carte du monde. Au 15e, 16e siècle, 14e, 15e, je ne sais plus exactement, des Portugais qui montrent les grands du monde. Et dans cette carte, vous avez un trône en or avec un roi dessiné qui tient une pépite d'or. C'est dans les livres de CE1 d'histoire. C'est les Portugais qui présentaient le roi du pays de l'or. C'était qui? Kankou Moussa. Il présentait un chef africain qui avait fait de l'or la prospérité de son royaume. De sorte que les belles femmes du Mandé se paraient d'or. Brossanou, comme le dit Salif Keita dans sa chanson. C'est de là que ça part. Donc ils ont pu faire ça. Faire de très belles choses avec cela. À l'occasion des mariages,
faire de belles parures d'or, offrir de l'or, créer la prospérité, aller faire des pèlerinages, aller en mettre plein la vie le monde, ramener d'autres idées, créer le style soudano-sahélien. C'est l'or du Mandé qui a été utilisé comme tel. Comme l'or du royaume Ashanti a été utilisé pour la prospérité du royaume Ashanti. Pourquoi nous ne pourrons pas faire ce que nos ancêtres ont pu faire avec notre or? Pour le faire, il faut que nous sortions de la capture idéologique et culturelle. Qu'est-ce à dire? Il faut qu'on arrête de croire qu'il y a des messieurs dont c'est la mission divine d'être des industriels de l'or et que nous sommes immanquablement, congénitablement incapables de cela. Et que nous aidions les nôtres, que ce soit les nôtres au niveau communautaire, au niveau de l'État, au niveau du secteur privé, à être des entrepreneurs, des industriels dans le secteur, pas parce que c'est les nôtres seulement, parce que c'est avec eux qu'on va avoir le plus grand bénéfice de cette affaire. Donc c'est ça qu'il faut faire. L'or peut nous aider parce que c'est le secteur qui se porte le mieux aujourd'hui. C'est le secteur qui souhaite que Covid continue. Parce que si Covid continue, ça les impacte aussi. Mais si Covid continue, c'est une valeur refuge. Tout le monde veut acheter de l'or parce que quand ça va mal, c'est une valeur refuge. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de fatalité là-dessus. Merci pour l'appel à la solidarité pour le Sahel et pour toutes les autres parties du pays en souffrance. Sur la question de la dette, Isaka Ouedraogo, il est clair que l'appel des chefs d'État à dire qu'il faut renoncer à la dette va nous libérer des capacités pour avoir du financement. Mais on a déjà connu ça. En 2006, les initiatives PPT ont réduit les dettes de façon importante. Qu'a-t-on fait avec l'argent de ces dettes, de ces remises de dettes? On n'en a pas beaucoup parlé. Mais fondamentalement, la discussion ne doit pas être simplement épisodiquement, chaque 10 ans, chaque 15 ans. Oh là là, nous sommes pauvres, il y a Covid, annulez notre dette. Non. Ça va être de dire, pourquoi on s'endette? Pourquoi nous nous endettons? On doit s'endetter pour investir. Vous allez entendre régulièrement que le Burkina Faso a fait lever des fonds sur le marché régional. 70 millions, milliards, 50 milliards, 25 milliards. Vous avez vu les équivalents d'investissement derrière? On fait ça pour payer des salaires. Souvent. Pour faire du fonctionnement. Pour acheter les V8 parce que c'est indispensable. Sans ça, ça ne marche pas. Pour faire en sorte, et ça c'est une chose que je vous dis, il y a une institution de l'État, au moins s'il y en a d'autres, qui donne du champagne en étrenne de fin d'année. Dans notre pays. Donc, c'est la question fondamentale. Si on s'endette pour construire l'université, pas seulement des murs, si on s'endette pour investir dans l'agriculture, pas seulement le coton, si on s'endette pour faire des routes, pas les échangeurs de Ouagadougou dont on n'en a pas beaucoup besoin, mais pour faire en sorte que Solonzo soit relié au reste du pays, pour créer la nation par l'infrastructure routière dans le pays, ça servira à quelque chose. Dernière chose sur la dette, si vous appelez les grands cadres du Trésor et vous leur demandez combien le Burkina Faso doit au monde, au FMI, à la Banque mondiale, à la France, à la Chine, ils vont vous dire au franc près ce que nous leur devons il y a une semaine, à la date d'il y a une semaine. Mais il n'y a personne au Burkina Faso pour dire combien l'État burkinabé doit aux hommes d'affaires burkinabés. Personne ne sait ça. Parce qu'il n'y a pas un dispositif pour calculer ça, parce qu'il ne compte pas. On a tout un dispositif de contrôle de la dette bilatérale et multilatérale et extérieure avec des cadres très compétents pour surveiller ça. Parce que c'est les autres. Mais la petite PME, l'homme d'affaires, l'entreprise de BTP, ainsi de suite, qui ici a fait des services à l'État, eh bien, ça peut attendre. Mais c'est lui qui paye les impôts ici. C'est cela aussi la question de la dette. Donc, la question de la dette doit être regardée également à l'aune de la capacité à financer notre développement endogène, à l'aune du service qui est rendu au tissu économique national. Revenir encore sur l'éducation, sur les suicides dans le secteur. Bon, moi j'engage vraiment à faire beaucoup d'enquêtes sur la question. Nous on va sans doute en faire, mais les chercheurs qui cherchent des agendas de recherche, c'est une question majeure. Bourdieu a fait une très belle enquête sur la misère, la pauvreté, avec un ouvrage collectif avec plusieurs auteurs. Il faut qu'on en fasse des enquêtes de cette nature qui puissent nous dire qu'est-ce que c'est que la vie de l'étudiant à Zorna, à Nassau, à Koudougou, à Fada, à Oualuguia. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête?
Quelle est sa condition? Est-ce qu'il mange? On ne sait pas. Comment il se finance? Quelle est la différence entre lui et celui qui a eu la chance qu'il y a quelqu'un pour payer et que son année est une année normale, mais qui n'a pas forcément plus de mérite que lui? Et qu'est-ce que ça produit chez lui comme désespoir? Où est-ce qu'il trouve de l'énergie pour rire? Parce qu'il rit encore. Est-ce que c'est le rire du nègre qui est habité par le vide? Est-ce que c'est le rire du désespoir, de l'inconscience? Ou si c'est un viatique de courage quelque part qu'il a trouvé où? On veut savoir. En fait, on ne sait pas. Nous devinons tous intuitivement, il n'y a pas un travail de recherche systématique, il faudrait qu'on documente cela là-dessus. Sur le nouveau plan de développement, on va arriver et puis mettre de l'argent pour l'université, l'argent pour des écoles, et puis si on crie, on va mettre davantage. Je vous dis, ce n'est pas ça la question. La question est qu'il est intenable d'avoir les mêmes curricula, le même contenu vide de sens, dans la plupart des cas, les mêmes formats, les mêmes pratiques, pour des effectifs qui ont explosé. C'est ça qu'on doit se dire. Est-ce que nous voulons d'une société où tout le monde va à l'université dès qu'il a le bac? C'est pas comme ça dans le monde, hein, partout. Hein. Est-ce que l'université doit produire des employés? C'est pas ça le rôle de l'université de mon point de vue. Hein. C'est le désaccord fondamental que j'ai avec plusieurs personnes. L'université, c'est pour développer les capacités. Point. Oh, il se trouve que quand vous avez des capacités de développer, vous n'avez pas de problème pour vous employer. Mais il doit y avoir des écoles de formation. La formation technique. Pas parce qu'ils sont inférieurs. Non! L'élite allemande est sortie de là. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une réflexion globale qui n'est pas de la théorie, qui est quelque chose de concret où il faut qu'on soit courageux. Pour dire ça mal fonctionne et par où on commence pour arrêter cela. J'ai été très long, je ne sais pas si j'ai omis des questions. Si j'avais un mot de fin à dire, c'est de nous souhaiter une très belle année 2021, d'indiquer que je continue de croire que nous sommes un peuple formidable, ne serait-ce que par notre résilience vis-à-vis de tout ce qui est arrivé. Mais résilience ne veut pas dire qu'on est là éternellement et puis ça va rester éternel. C'est ceux qui luttent qui vivent. C'est ceux qui se battent qui vivent. Donc il faut que nous luttions pour faire face à la conjoncture mauvaise d'empilement des crises auxquelles nous faisons face. Je vais finir par ce mot qui est le sentiment profond que j'ai. Nous sommes à la fin d'un cycle. Ces crises contiennent la mort de l'ancien monde. L'ancien monde, l'organisation économique mondiale, l'ancien monde, l'organisation politique que nous avons, l'ancien monde, la plutocratie électorale, donner l'argent aux gens pour avoir des voix et puis crier qu'on a gagné. La crise contient ça. C'est la fin d'un cycle, y compris d'un cycle politique, y compris d'une classe politique qui a fini de donner ce qu'elle a donné. Elle ne peut que donner pire que ce qu'elle a déjà donné. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, c'est le bonheur. Parce que comme le dit Gramsci, la crise, c'est quand le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à venir. Et dans ce clair-obscur, surgissent les monstres. Monstres terroristes, monstres de la dérive communautaire, monstres de la corruption, de la plutocratie, de la bombe foncière, monstres de la crise de l'éducation, ainsi de suite, ainsi de suite. Il nous faut inventer un nouveau cycle, y compris politique, y compris intellectuel, y compris culturel, y compris démocratique. Il faut inventer de nouvelles perspectives. Quels sont les combats de demain? Nous devons les identifier. Le combat de demain ne peut pas être simplement « je veux plus de salaire, je veux plus de... » Non. Les combats de demain chez nous, ici, c'est qu'est-ce que nous allons apporter à nous-mêmes. Comment nous allons nous recréer en tant que nous, qui existons moins aujourd'hui qu'hier. Comment nous allons être en capacité de faire face à nos problèmes. Nous sommes à la fin d'un cycle politique, d'une manière de faire. Inventons de nouvelles manières de faire. Nourrissons l'alternative. Merci beaucoup. Merci, docteur.
Merci donc à vous pour l'attention et la patience. Merci Ousmane Paré. Merci Owenga. On va dire merci aux téléspectateurs de la télévision BF1 et aux auditeurs de Radio Omega. Et à très bientôt pour d'autres conférences à l'espace Sankara de l'Institut Free Afrique. Bonsoir.